Bientôt midi sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour le Déj Info. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité de ce samedi, Michel Barnier serait-il en train de reculer sur le report de la réévaluation des pensions de retraite? Le Premier ministre se dit ouvert à d'autres solutions. Le gouvernement qui envisageait un report de 6 mois, ce à quoi Marine Le Pen s'est dite opposée. On va en parler dans un instant en plateau avec Anne-Sora Dubois. Autre grand titre aujourd'hui, l'embrasement qui se poursuit au Proche-Orient. Israël qui continue de bombarder le sud du Liban et s'attaque désormais aussi au nord, à Tripoli. Et sur le front israélien, le Hezbollah affirme lui avoir visé une base militaire avec des roquettes. Le point sur tous ces derniers événements dans ce journal. Jean-Luc Mélenchon appelle à mettre des drapeaux palestiniens partout où c'est possible à partir de mardi, et ce en réaction à une circulaire du ministre Patrick Hetzel sur le maintien de l'ordre dans les universités à la veille du 7 octobre. Et puis le procès des viols de Mazan qui se poursuit avec l'approbation par la Cour de la diffusion de vidéos et de photos des faits pour lesquels sont entendus les 51 accusés, comme demandé par Gisèle Pellicot. C'est une première. Et en marge de ce procès se tient aujourd'hui à 14h30 une marche blanche solidaire en l'honneur de la victime. Nous serons sur place. BFM TV, le Déj Week-end. Karine de Ménonville, Benjamin Dubois. C'est un sujet qui avait provoqué de nombreuses réactions, le report de la revalorisation des retraités. Hier, Michel Barnier n'a finalement pas exclu de bouger sur la question si les parlementaires lui proposent d'autres solutions. Marion Bercher. C'est une mesure qui fait déjà débat alors qu'elle n'a pas encore été soumise à l'Assemblée nationale. Sur le réseau social X, les députés soulignent leur désaccord. Décaler l'indexation des retraites, c'est voler à nos aînés des milliards d'euros de pouvoir d'achat. Je refuserai cette mesure, d'autant plus mesquine qu'elle fuite au lendemain du discours de M. Barnier, silencieux sur cette manœuvre déjà utilisée par M. Hollande et M. Macron. Il y a 2 millions de retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Le report de la revalorisation des retraites sur l'inflation est une mesure injuste. Lors d'un déplacement dans le Puy-de-Dôme, le Premier ministre prend acte et amorce de possibles négociations. Laurent Wauquiez m'a dit la même chose. Et c'est un effort général qui est demandé. Mais j'ai dit aussi, donc je réponds, que si dans la discussion parlementaire qui est ouverte, qui est libre, les parlementaires sont responsables aussi de cette discussion budgétaire, s'il y a de nouvelles idées ou d'autres idées pour trouver d'autres moyens, je suis ouvert. Voilà ce que je peux dire. Le gouvernement tente donc de rassurer. On sait que c'est un budget qui va être difficile et on fera tout ce qui est en notre possible pour préserver les classes moyennes, les classes populaires qui travaillent et pour impacter le moins possible les retraités, évidemment. De leur côté, les organisations syndicales rappellent que depuis janvier 2017, les pensions de retraite n'ont augmenté que de 13,6%, alors que l'inflation atteint plus de 19% sur la même période. Et qu'en pense justement le ministre du Budget, lui-même concerné, et s'expliquer sur ce sujet. On écoute Laurent Saint-Martin, c'était ce matin au micro de Damien Charton. Je crois qu'il faut être très clair. On a toujours dit que les retraites en 2025 seraient indexées. La question est de savoir si elles sont indexées au 1er janvier ou au 1er juillet. J'ai eu l'occasion déjà de dire que la revalorisation des retraites au 1er janvier avait été de plus de 5%, dans un contexte d'inflation qui recule, qui est aujourd'hui à un peu plus de 2% et qui devrait être en 2025 à moins de 2%. Donc c'est cette question-là qu'il nous faut avoir. Vous savez, moi je suis un ancien parlementaire et je crois au débat parlementaire. Je crois aussi aux faits. Encore une fois, la question n'est pas de savoir si il faut désindexer ou pas nos pensions, elles seront indexées. Donc là-dessus, le débat est clos et derrière nous. La question c'est à quel moment on indexe ces retraites. Est-ce que c'est au 1er janvier ou au 1er juillet ? Avec nous pour en parler, Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Bonjour Anne. Michel Barnier ouvert pour trouver d'autres solutions donc sur le report de la réévaluation des retraites. C'est un pas en arrière de la part du Premier ministre ? Pas vraiment. On pourrait croire que c'est un pas en arrière, oui, une forme de rétro-pédalage, mais en réalité, ça ressemble plus à un ballon d'essai politique, c'est-à-dire le fait d'envoyer une idée comme ça dans l'opinion, de voir comment la classe politique et les Français réagissent pour pouvoir ensuite ajuster éventuellement le débat qu'on a lancé. Et Michel Barnier ne dit pas « je ne vais pas le faire ». Il dit au reste de la classe politique « très bien,
je ne le ferai peut-être pas, mais dans ces cas-là, proposez-moi autre chose pour pouvoir faire des économies, sachant bien que le budget aujourd'hui est intenable. Elle est très difficile. Cette question, c'est un grand tabou dans la société française. Emmanuel Macron, qui s'y est frotté en 2017 en augmentant la CSG pour certains retraités, l'a traîné comme un boulet politique pendant des années, notamment à travers la crise des Gilets jaunes. Elle est risquée aussi politiquement parce que quand on regarde les réactions à ce sujet tabou lancé par Michel Barnier, les premières réactions, Marine Le Pen parle de mesures mesquines et Emmanuel Bompard et Olivier Faure parlent de mesures injustes. Si vous ajoutez le NFP de ces deux derniers intervenants dont je viens de vous parler et Marine Le Pen, ça fait effectivement une majorité NFP plus RN pour voter une motion de censure. Donc c'est très risqué politiquement. Mais il y a quand même un triple intérêt pour Michel Barnier à lancer ce sujet dans l'opinion. Premier intérêt, je vous le disais, c'est de tâter le terrain. Au moins, maintenant, les oppositions se sont positionnées sur cette mesure. Deuxième intérêt, prêcher le plus pour avoir le moins. À la fin, comme dans une négociation, on n'annonce pas tout de suite ce qu'on veut, on annonce un peu plus et comme ça, à la fin, l'ajustement est perçu comme une avancée, comme une évolution positive. Et effectivement, Michel Barnier pourrait atterrir à la fin en disant à ses oppositions politiques, très bien, vous ne souhaitez pas que pour les retraités les plus précaires, par exemple, on désindexe les pensions de l'inflation, qu'on reporte cette indexation, très bien, on pourrait le faire, par exemple, uniquement pour les plus aisés. Ça serait d'autant plus compréhensible que, et ça c'est notre travail aussi de journaliste de le vérifier, l'INSEE dit quand même que le niveau de vie des retraités en France est plus élevé que celui de la population qui n'est pas retraitée. 100 € en moyenne. Donc c'est quand même aussi une manne financière importante. C'est 400 milliards d'euros par an, les retraites. C'est un quart du budget français. Donc ça reste quand même une manne assez importante pour l'État. Dernier point, une façon aussi de renvoyer la balle aux oppositions. Très bien, vous refusez, dans ce cas, proposez. Merci Anne, vous restez avec nous. Justement, on a vu ces tractations politiques autour de cette question du budget et de la dette. Mais qu'en pensent les Français de cette dette de la France? On en parle avec vous, Alizé Boissin, dans Les Éclaireurs. Alizé, la majorité des Français pensent que oui, il faut réduire la dette, encore heureux, mais comment? Oui, c'est ça. Et surtout, ils pensent que c'est urgent de réduire cette dette. Ils sont 8 Français sur 10 à juger urgent de réduire la dette publique. Ça, c'est pour le constat et ça va donc dans le sens de la ligne du gouvernement. Parce que pour rappel, Michel Barnier, il souhaite économiser 60 milliards sur le budget de l'État. C'est un chiffre qui n'a quasiment jamais été vu. Donc pas étonnant dans ce contexte que le gouvernement mette l'accent sur la réduction des dépenses. Mais quand on leur demande où couper, bien là, les Français, ils sont un petit peu moins d'accord. Pour les Français, les 3 postes de dépenses publiques qu'il faudrait réduire en priorité sont les aides aux entreprises, les allocations familiales ou encore les allocations chômage. Ils sont donc favorables aux réductions des dépenses qui pèsent le moins sur nos comptes et défavorables à celles qui sont au cœur de la soutenabilité de nos finances publiques et qui sont au cœur du débat, les retraites. En effet, seuls 7% des sondés pointent des économies possibles sur les retraites. Et ça, ça va pas vraiment dans le sens du gouvernement, parce que l'indexation des pensions sur l'inflation va être reportée de 6 mois, justement pour faire des économies. Côté fiscalité, les marges de manœuvre, elles sont limitées aux yeux des Français. 80% estiment que les impôts et les taxes sont mal utilisés et sans grande surprise. 3/4 des Français jugent que les pouvoirs publics ne luttent pas suffisamment contre la fraude fiscale, des arbitrages de la dette, donc qui suscitent autant d'attentes que d'intérêts. Et pour rappel, le projet de loi de finances, il va être présenté jeudi en Conseil des ministres. Merci beaucoup Alizé pour ces explications. Anne, les Français sont d'accord sur l'urgence de la solution pour éponger la dette, mais pas pour toucher à leur porte-monnaie. Voilà, c'est exactement ça. C'est un vieux problème français. On est d'accord pour faire des économies, mais ce serait plutôt aux autres de faire des économies parce que nous, on est déjà suffisamment pressurisés pour les impôts, on a suffisamment de mal à boucler les fins de mois. Il y avait un éditorial dans un journal de presse nationale il y a quelques jours qui était assez éclairant sur ce point. Les Français sont d'accord pour que ce soit les plus riches qui mettent la main au portefeuille pour pouvoir boucler le budget. Mais le nombre de Français qui s'estiment riches en France est extrêmement bas. Voilà où on en est rendu aujourd'hui. Cela dit, il y a quand même des points d'accord écrasants dans cette analyse que font les Français de la difficulté financière française, même si effectivement ils ne sont pas d'accord pour qu'on touche à leur portefeuille à eux. 80% des Français estiment que le montant des taxes et des impôts n'est pas bien utilisé. 77% estiment qu'il n'y a pas assez de lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale, Alizé vient de le dire, et 71% qu'il n'y a pas une assez bonne distribution des richesses. Ça veut dire quand même que les Français identifient 3 trous noirs qui, selon eux, aspirent la dépense publique. Le premier, c'est celui d'un gaspillage, et c'est la raison pour laquelle Michel Barnier a commencé à toucher à cette question des fonctionnaires qui ne reçoivent pas du public. Une forme donc d'administration qui serait un peu végétante, mais pas assez active. De l'argent donc perdu, gaspillé.
Un autre trou noir qui serait effectivement la fraude fiscale, c'est-à-dire aspirée en haut par les plus riches et en bas avec effectivement la fraude sociale, donc toutes ces aides, notamment familiales, qui seraient aspirées par des personnes qui n'en auraient pas nécessairement besoin. Au moins sur ces 3 trous noirs, Michel Barnier a une ligne de crête très fine, certes, mais pour réussir à réunir un peu tout le monde autour de la question du budget. Ça sera difficile. Il y a quand même une possibilité. Il y a sans doute à un moment aussi la peur qui sera agitée politiquement. On l'a déjà entendu. La peur que la France ne bascule, ne soit déclassée et ne bascule dans une situation à la grecque. On n'en est pas là. Mais en laissant filer les dépenses, on pourrait y arriver un jour. Affaire à suivre. Merci beaucoup Anne. On en vient à présent à l'actualité au Proche-Orient avec cette suite des conflits entre Israël et le Liban. Israël qui poursuit ses bombardements sur la banlieue sud de Beyrouth. Et pour la première fois ce matin, les forces israéliennes ont frappé la ville libanaise de Tripoli. C'est situé dans le nord du pays. Quant au Hezbollah, il affirme avoir tiré, lui, des roquettes sur une base militaire israélienne, alors qu'un chef de la branche armée du Hamas, lui, a été tué dans une frappe israélienne au nord du Liban. Et pendant ce temps, ils sont très nombreux à continuer de fuir le Liban, notamment pour aller vers la Syrie. Reportage de Nicolas Coadou, notre envoyé spécial, avec Théo Touché. Les affaires d'une vie dans le coffre, ils s'apprêtent à traverser la frontière syrienne pour la première fois. Mes amis vont beaucoup me manquer. On a tous grandi ensemble. Sandra, Bassam et leur famille ont dû quitter la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, devenue la cible quotidienne des frappes israéliennes. La semaine dernière, une bombe est tombée à côté de chez nous. Il y a 20 ans, leur père Youssef a fui la guerre en Syrie vers le Liban. Ce retour contraint dans son pays d'origine, pourtant toujours en guerre, est vu comme un moindre mal. Il faut choisir entre 2 mauvaises choses, mais il y en a une qui est moins pire. En Syrie, il y a des zones sûres parce qu'ils bombardent des endroits précis. Ici, les bombes tombent partout. Partout. Comme eux, des milliers de Libanais quittent chaque jour la guerre au pays du Cèdre. En voiture ou à pied, 100 000 auraient déjà rejoint la Syrie de Bachar al-Assad. Dans ce bus, des réfugiés d'un village du sud Liban, devenu l'épicentre des combats. Dans notre village, les bombes tombent juste à côté, à quelques mètres de nos maisons. Tous les habitants, hommes, enfants et vieux, sont partis sans rien, juste avec les vêtements qu'ils portaient sur eux. Les 100 000 personnes qui, depuis une semaine, fuient les bombardements israéliens vers la Syrie, vont retrouver un pays encore en guerre, qui ne s'est pas encore remis du séisme de 2023 et qui subit une crise humanitaire majeure qui, avec leur arrivée, ne devrait pas s'arranger. Alors, quelle sera la réponse israélienne contre l'Iran? Des infrastructures pétrolières pourraient être visées. L'Iran a une production limitée, ne se situant qu'au 9e rang mondial. Mais quelles seraient les conséquences que cela pourrait avoir, notamment sur les prix de l'essence? Élément de réponse avec Jean-Louis Chilansky. Jusqu'à présent, le prix du pétrole est resté calme, mais en fait, il a même baissé. Mais par contre, on a vu ces derniers jours le prix du pétrole augmenter avec la crainte d'attaques sur les installations pétrolières iraniennes. Et ce n'est pas une petite augmentation qu'on a eue. On a eu une augmentation de près de 10% du prix du pétrole. Bon, les Iraniens peuvent avoir la possibilité de bloquer le détroit d'Ormuz, un lieu de passage complètement stratégique où transite 20% du pétrole mondial. C'est-à-dire le pétrole de l'Arabie Saoudite, du Koweït, des Émirats arabes passe par ce détroit. Et là, s'il y a un incident sur le détroit d'Ormuz, là, c'est un autre monde. En Israël, les commémorations du 7 octobre se préparent un an après l'attaque terroriste du Hamas qui a fait 1205 morts. Des dizaines d'otages sont toujours retenus à Gaza, dont 2 Français. Élise Phillips, vous êtes à Tel Aviv. Élise, plusieurs cérémonies d'hommage auront lieu lundi sous haute sécurité. Oui, tout à fait. Au moins 2 cérémonies très importantes sont prévues lundi. L'une à Tel Aviv et l'autre sur le site du festival Nova dans le sud du pays. Ces 2 événements très importants devraient rassembler plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes. Mais les autorités se réservent le droit jusqu'au dernier moment de restreindre, voire d'interdire l'accès au public. C'est le cas notamment de la cérémonie citoyenne qui est prévue dans un parc de Tel Aviv lundi soir. Preuve de l'intérêt, du besoin des Israéliens de se rassembler, de se souvenir ensemble
de ces attaques du 7 octobre. Les 40 000 billets gratuits ont été écoulés en à peine 8 heures. Mais encore une fois, l'accès au public pourrait être restreint parce que cette semaine, on voit bien que le contexte sécuritaire est très incertain en Israël. Il y a bien sûr eu l'attaque iranienne, mais aussi sur place, une fusillade mardi à Tel Aviv qui a fait 7 morts. Ça inquiète les autorités qui craignent qu'à l'occasion de cet événement très important pour le pays lundi, ces commémorations, de nouvelles attaques de ce type aient lieu. Donc il y aura un point d'information fait ce soir. On devrait en savoir plus d'ici ce soir ou demain sur le fait de savoir si ces événements se dérouleront bien sans accroc comme ils ont été prévus depuis le départ. Et dans tous les cas, bien sûr, un dispositif de sécurité extrêmement important sera mobilisé lundi pour ces commémorations. On l'imagine. Et Élise, vous êtes arrivée jeudi soir en Israël et vous êtes rendue sur les lieux justement de ce festival dont vous parliez, Nova Festival, qui a eu lieu donc il y a un an, lieu de ce massacre. Qu'avez-vous vu? Racontez-nous ce que vous avez vu sur place. En fait, on voit un site qui est devenu un lieu de mémoire à ciel ouvert où absolument tout rappelle ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Il faut savoir que le Nova Festival a été l'endroit le plus meurtri par ces attaques du 7 octobre. Près de 370 personnes ont été tuées et sur place, désormais, il y a les photos de toutes les victimes accrochées à des arbres. Et pour tout vous dire, ce lieu ressemble presque à un cimetière maintenant. D'ailleurs, les familles des victimes viennent presque tous les jours pour déposer des fleurs, des bougies devant les photos de leurs fils, leurs enfants, leurs amis. Il y a aussi des drapeaux israéliens un peu partout, des panneaux qui expliquent ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Et un peu plus loin, les autorités ont décidé de rassembler les derniers vestiges de cette attaque terroriste. Les voitures carbonisées des gens qui ont tenté de fuir les terroristes ont été rassemblées en un seul endroit. C'est donc un endroit extrêmement émouvant. Et d'ailleurs, ce qui nous a marqué aussi hier avec Marjorie Marciac et Clément Grodonnet lorsque nous étions sur place, c'est de voir le monde qui était présent. Hier, c'était un jour de fête en Israël, l'équivalent du Nouvel An, de notre Nouvel An. C'est un jour férié ici, beaucoup de magasins sont fermés et pourtant sur place il y avait beaucoup de monde, les familles de victimes bien sûr, mais aussi des Israéliens qui venaient parfois pour la première fois et qui nous ont expliqué à quel point il était important pour eux de se rendre ici à quelques jours des commémorations pour se rendre compte du massacre qui a eu lieu il y a presque un an tout pile maintenant. Merci beaucoup Élise Phillips en direct de Tel Aviv pour BFM TV avec Marjorie Marciac et Clément Grodonnet. En France, à l'approche du 7 octobre, Bruno Retailleau a exigé une vigilance renforcée, des mesures de vigilance. Le ministre de l'Intérieur a adressé un télégramme à tous les préfets pour renforcer la sécurité des offices et des sites d'intérêt de la communauté juive. On en parle avec Bruno Bartosetti. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national délégué de la zone sud du syndicat policier Unité. Vigilance renforcée, ça veut dire quoi concrètement ? Oui, bonjour, mais ça veut dire tout simplement que dans la mesure du possible, nous mettons un point fixe devant les cultes, devant les synagogues, et bien sûr pour protéger nos amis juifs, cette communauté juive qui est très présente à Paris, mais très présente aussi en région PACA, et au-delà, bien évidemment. Donc ça demande beaucoup de vigilance, soit des patrouilles dynamiques qu'on appelle avec de très nombreux passages, ou alors des points fixes. Il faut savoir également que vous avez, je prends l'exemple de Montpellier, vous avez le maire aussi qui a été accusé d'être sioniste, enfin de protéger une communauté par rapport à une autre. Donc voilà, vous avez vraiment toute une sécurité à mettre en place autour de toutes les personnes qui sont vulnérables aujourd'hui face à des dangereux terroristes et puis des personnes qui accuse de tous les maux ce qui se passe aujourd'hui en France. Je reviens à la communauté juive. On doit bien sûr la sécuriser encore plus en cette période. La période est très très difficile pour eux. Elle l'est aussi depuis de nombreux mois, comme on le sait. Et même si ça a été renforcé, même si c'est renforcé ce week-end, même si ça va l'être lundi, sachez que depuis un an, on fait beaucoup d'efforts pour justement, même si le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas pour sécuriser la communauté juive dans notre pays qui a été blessée et salie avec tout ce qu'on connaît depuis un an. Les manifestations qui laissent à craindre des troubles à l'ordre public sont donc interdites. C'est logique selon vous ? Ah mais complètement, oui, bien sûr. De toute façon, on ne peut pas accepter les débordements, même si ça ne va pas jusqu'à l'acte terroriste. On ne peut pas accepter aujourd'hui des actes antisémites et banaliser même des actions verbales ou des menaces. Donc, bien sûr qu'on est très vigilant et on doit intervenir très rapidement et c'est ce que nous faisons quand il y a des actes antisémites, quels qu'ils soient. D'ailleurs, il faut savoir, vous le savez, bien sûr, vous l'avez déjà développé, vous avez 3 ou 4 fois plus d'actes antisémites dans notre pays depuis ces dernières années. C'est pour cette raison qu'on doit redoubler de vigilance pour protéger la communauté.
Merci beaucoup Bruno Bartosetti d'avoir été avec nous sur BFM TV. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Patrick Hetzel, a lui envoyé une circulaire sur le maintien de l'ordre dans les universités en vue du 7 octobre. Il a justifié cette mise en garde par une série de manifestations pro-palestiniennes cette semaine à Paris devant Sciences Po. Et cela n'a pas plu à Jean-Luc Mélenchon qui appelle à mettre des drapeaux palestiniens partout dans les universités à partir de mardi. Il est à la Fly. Des rassemblements en soutien à Gaza devant Sciences Po Paris et qui se poursuivent parfois aussi à l'intérieur des universités. Comme au printemps dernier, plusieurs manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu cette semaine aux abords et dans les locaux de Sciences Po. Des mouvements étudiants fermement condamnés par le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur qui évoque des actions qui vont à l'encontre des principes de neutralité et de laïcité du service public de l'enseignement supérieur. À l'approche du 7 octobre, date d'anniversaire de l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, Patrick Hetzel met en garde les présidents d'université. Dans une circulaire, il leur rappelle notamment qu'ils sont en vertu de la loi responsables du maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'enceinte de l'établissement, et qu'il leur appartient de faire usage de leur pouvoir de police pour prévenir tout risque de trouble, y rétablir l'ordre et y protéger les usagers et les personnels. Des mesures qualifiées d'abus de pouvoir par Jean-Luc Mélenchon. Parce que parler de géopolitique n'est pas attentatoire à la laïcité. Alors moi je recommande qu'à partir du 8, on mette des drapeaux palestiniens partout où on peut, de manière à ce que cette personne n'ait pas le dernier mot. Et oui, je demande à la jeunesse étudiante de s'en soumettre. Le chef de file de la France insoumise a également suggéré que des drapeaux du Liban soient aux côtés des drapeaux palestiniens. Et restez avec nous dans un instant, nous reviendrons sur cette affaire absolument effarante à Marseille. Un jeune homme de 14 ans seulement est accusé d'avoir tué un chauffeur de VTC sur commande. Oui, mais la victime n'était pas celle visée par le commanditaire qui lui a demandé de faire ce meurtre et qui a dénoncé le jeune homme à la police. Les détails sur ce dossier dans un instant. À tout de suite. Le saviez-vous ? Plus de 39 millions de voitures particulières en France. La voiture reste la première source de mobilité en Europe. Le Mondial de l'Auto 2024 sera l'événement phare pour découvrir les dernières innovations et tendances du secteur automobile. BFM TV, partenaire du Mondial de l'Auto à Paris. BFM TV lance BFM2, une deuxième chaîne live 100% digitale pour 2 fois plus d'infos avec Groupe Verlaine. Je recommande le Groupe Verlaine pour leur travail. L'entreprise est très sérieuse. L'installation plus rapide, propre, c'est du bon travail. Je remercie Verlaine. C'est une super équipe. Travail très soigné. Constaté. C'est magnifique. Tout a été fait impeccablement. Le résultat est parfait. On n'hésitera pas à recommander le Groupe Verlaine. Vous aussi, faites confiance à Groupe Verlaine pour tous vos projets de rénovation énergétique. Appelez le 39 99 ou inscrivez-vous sur groupeverlaine.com. Such a good day. Such a good day. Such a good day. Nouvelle Dacia Spring, 100% électrique, à partir de 89 € par mois. Est à découvrir pendant les jours essentiels du 10 au 14 octobre. C'est parce que Soprema est l'expert de l'étanchéité depuis 1908 qu'il rend possible chacun de vos projets de fonctionnalisation de toiture. Partout où il y a du confort intérieur, des nouveaux lieux de vie, où des entreprises font des économies d'énergie, où l'impact environnemental des villes est mieux maîtrisé, il y a Soprema. Les amis, je vais vous montrer en 20 secondes la composition d'un colis comme j'aime. Dans chaque colis, il y a 4 valisettes. C'est facile, ça fait une par semaine. Dans chaque valisette, les repas de la semaine. 7 petits déjeuners. Les céréales. 7 déjeuners. Oh, le chili con carne. 7 collations et 7 dîners. Ensuite, c'est simple. Vous mettez le cerveau sur off, vous suivez le menu et vous perdez du poids. Et en plus, cette semaine, profitez de notre offre flash. Moins 100 € sur votre premier colis. Allez, on n'attend pas là. On va sur le site comej'aime.fr. Comej'aime.fr. Et on n'oublie pas le .fr. C'est important .fr. Oui. Bonjour, Donald Trump. Donald qui?
Roy Cohn est un escroc. Les gens m'engagent parce que je suis un gagnant. Comment on gagne? La première règle est attaquer, attaquer, attaquer. Ce sera le meilleur hôtel du pays. Et du monde. Règle numéro 2, toujours tout nier. Pensez-vous pouvoir battre le gouvernement? Règle numéro 3, quoi qu'il puisse se passer, revendique la victoire. Je sais ce que je fais. The Apprentice, le 9 octobre au cinéma. Voici des fleurs. Ces fleurs, c'est Valentine qui les prend en photo. Là, c'est parfait. Grâce à la fibre de SFR Business, elle peut l'envoyer à Yann en un clin d'œil. C'est pour son site, parce que Yann est fleuriste. Et parce que son site internet est sécurisé, Yann peut vendre ses compositions en toute sérénité à ses nombreux clients. Comme par exemple à Lucie, qui peut maintenant donner de jolis cours de yoga en ligne à tous ses élèves grâce au Wi-Fi 6 et à ses fleurs. Avec la box fibre et ses experts proches de chez vous, SFR Business vous accompagne pour développer votre activité. Appeler un SUV Explorer, c'est une promesse. La promesse d'aller là où on ne nous attend pas. De lui donner jusqu'à 602 km d'autonomie. De le faire rouler de l'Atacama au Bhoutan. De lui faire faire le tour du monde. Nouveau Ford Explorer 100% électrique à partir de 339 € par mois. Et vous allez où ce week-end? Mon Jamel, ça va? Et toi, t'as tout ce qu'il te faut? Il est où mon texte? Très simple, une phrase. Grâce au gaz vert, la France pourrait sortir du gaz fossile plus vite. On peut faire ça? Ouais. C'est génial. Je le dis où? En sautant de là-haut. Là-haut, là-haut, là. Allez, on l'équipe. Pourquoi j'ai un parachute? Pourquoi j'ai un parachute? Il est où mon agent? On a Aziz! Arrête! Allez, on parle de décarboner le pays, là. Et action! Et coupé! Allez, saute! Pour la France! Aziz, t'es viré! Local et renouvelable. Le gaz vert, on est prêt à tout pour le faire connaître. Parfois, c'est en allant là où personne ne peut vous suivre que vous devenez la personne à suivre. Enfin, à moins de partir vraiment trop loin. Nouvelle Jeep Avenger, maintenant disponible en hybride. Jeep Avenger, 100% électrique, hybride et essence, à partir de 199 € par mois. Découvrez Amame, le nouvel album de Yuri Buenaventura. Yuri Buenaventura en concert à Paris, salle Playel, le 8 avril 2025 et en tournée dans toute la France en 2025. Plongez dans l'aventure scientifique de la Fête de la Science. Du 4 au 14 octobre, des milliers d'événements gratuits vous attendent partout en France pour découvrir un océan de savoir. Village des sciences, festivals, ateliers, conférences pour les petits et les grands. Préparez-vous à une immersion inoubliable. Rendez-vous sur fêtedelascience.fr. Dacia Sandero, à partir de 12 240 € est à découvrir pendant les jours essentiels du 10 au 14 octobre. Amazon offre jusqu'à 8 000 € pour la formation professionnelle. Vous pouvez ainsi acquérir de nouvelles compétences et développer votre carrière. La météo avec Carrelage et Bain. Conseils, accompagnement, simulation 3D. Carrelage et Bain donne vie à tous vos projets. La météo avec Lorénov, fabricant français de menuiseries qui vont vous faire aimer votre maison. Lorénov, s'ouvrir au monde. Entrepreneurs, soyez au top devant la météo avec Groupe Verlaine. Le meilleur de la rénovation énergétique à vos côtés pour développer votre franchise. Groupeverlaine.com. La météo avec Adagio. Adagio, numéro 1 des appart-hôtels en Europe.
Et une météo plutôt agréable aujourd'hui. Profitez-en, ça ne va pas durer. En tout cas, le ciel sera dégagé sur la plupart des régions avec cet anticyclone centré sur la Scandinavie, le sud de la Scandinavie qui étend son influence jusque sur la France. Et ces perturbations qui vont progressivement envahir les régions de l'ouest, mais avec essentiellement des nuages élevés. Dans un premier temps, nous sommes toujours influencés par cet air frais, mais progressivement, donc l'air plus doux remonte d'Espagne grâce au vent qui va progressivement s'orienter au secteur sud-ouest. Avec donc un temps sec aujourd'hui, quasiment pas de précipitations. Ce matin, attention à ces quelques brouillards, notamment sur la région centrale. Cet après-midi, donc, le soleil devrait finir par s'imposer sur ces mêmes régions, avec donc le retour des nuages élevés par l'ouest, des cirrus, donc un ciel voilé en liaison avec ces perturbations qui nous concerneront dans la journée de demain. Des températures ce matin assez basses localement, on avait même quelques gelées blanches en tout cas. Cet après-midi, des températures en hausse grâce à ce vent du secteur sud-ouest. 24 degrés à Biarritz, 18 degrés à Paris. Et demain, donc, on attend le retour d'une perturbation par l'ouest avec des pluies par intermittence et des températures paradoxalement en hausse, notamment dans le sud-ouest. C'était la météo avec Carrelage et Bain. Conseils, accompagnement, simulation 3D. Carrelage et Bain donne vie à tous vos projets. C'était la météo avec Lorenov, fabricant français de menuiseries qui vont vous faire aimer votre maison. Lorenov, s'ouvrir au monde. Votre maison est chaude l'été et humide l'hiver? C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation intérieure et extérieure avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. C'était la météo avec Adagio. Adagio, numéro 1 des appart-hôtels en Europe. Il est 12h30, bienvenue dans le Déj Info si vous nous rejoignez à la une cet après-midi. Cette affaire pour le moins surprenante à Marseille. Un adolescent de 14 ans seulement est accusé d'avoir tué par balle un chauffeur de VTC sur commande. Mais la victime n'était pas la bonne cible et le commanditaire l'a dénoncé. Les détails de ce dossier, Farhan, dans un instant. L'actualité à l'étranger, de nouveaux bombardements israéliens au Liban, notamment au sud de Beyrouth, sur le fief du Hezbollah, qui affirme avoir tiré des roquettes sur une base aérienne israélienne. L'armée israélienne indiquait avoir frappé des combattants du Hezbollah dans une mosquée. Le point dans ce journal. Et puis à 2 jours du triste anniversaire de ces attaques du 7 octobre 2023 par le Hamas, Israël prépare ses commémorations. Avec Clémence Dibou, nous retournerons sur le site du festival Nova, dans lequel de nombreux participants avaient été tués et faits otages. Mais tout d'abord, ce nouveau meurtre à Marseille. Un chauffeur de VTC tué par balle. Mais plus surprenant, le suspect est un jeune, très jeune tueur à gages de seulement 14 ans. Oui, et c'est son commanditaire qui l'a dénoncé parce qu'il s'est trompé de cible. Les détails avec Stéphane Selamy, Mathias Tesson, Cindy Chevaux avec Raphaël Redon. Un pare-choc déchiqueté devant une école élémentaire marseillaise. Hier, vers 4h30, ce Renault 4 percute l'entrée de l'établissement. Un choc violent qui réveille cette mère de famille. J'ai écouté un bruit très fort. Et après, le klaxon. Ils n'ont pas arrêté plusieurs minutes. Ils ont fait tout le temps. Et après, ils ont crié et ça y est. Il n'est pas marché à l'école. Parce qu'ils ont dit que c'est un accident. J'ai écouté la police comme ça et ils ont reçu des mails dans l'école. Le conducteur du véhicule est mortellement blessé par balle à l'arrière du crâne. L'auteur présumé, un adolescent âgé de 14 ans, est rapidement interpellé par la police après avoir pris la fuite. S'il a pu être retrouvé aussi facilement, c'est parce qu'un témoignage inattendu est parvenu aux forces de l'ordre, celui du commanditaire même du meurtre. Incarcéré à la prison de Luynes, il affirme être membre de la DZ Mafia, célèbre gang de narcotrafiquants marseillais. Mais alors, pourquoi a-t-il dénoncé son homme de main ? Le détenu de Luynes a précisé qu'il avait balancé le mineur recruté sur les réseaux sociaux pour un projet d'assassinat parce qu'il n'avait pas bien fait son travail. Le commanditaire reproche au jeune homme de ne pas avoir brûlé le véhicule après avoir commis le méfait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la personne tuée ne serait pas celle initialement visée. Ce serait un différend qui aurait poussé le tueur à gages à tuer ce chauffeur VTC. Le procureur de la République de Marseille tiendra une conférence de presse ce dimanche à 10h30 pour révéler les contours de cette affaire. Une affaire qui intervient dans un climat d'insécurité qui atteint des niveaux inédits, même pour un connaisseur de Marseille, comme le porte-parole national du syndicat Alliance Police Nationale. Sur Marseille, tout devient crédible quand on parle de criminalité et d'insécurité.
Je vous avoue que moi, ça fait 23 ans que je travaille dans cette ville. J'avais de mémoire jamais vu quand même une affaire comme celle-ci, une affaire sordide. Depuis 4, 5, 6 ans, l'insécurité est devenue absolument dramatique, malgré les efforts incroyables des services de police. Et on le rappelle régulièrement sur votre antenne, avec les interpellations de nombreux tueurs à gages par les copains de la police judiciaire, les démantèlements de trafic de stupes. Malheureusement, ce trafic de stupes, il ramène des sommes colossales d'argent. Et vous savez, avec l'argent, malheureusement, vous dirigez une grosse partie de ce monde. On en parlait avec Frédéric Ploquin, notre invité. Merci d'être avec nous, spécialiste du grand banditisme et co-auteur Les narcos français brisent l'omerta. C'est une affaire dramatique et qui soulève beaucoup de questions. Il y a notamment l'âge, le très jeune âge de ce tueur à gages. 14 ans seulement. Est-ce qu'on connaît la proportion de mineurs de ces 6 jeunes personnes impliquées dans les affaires liées au grand banditisme à Marseille ou en France de manière générale ? À Marseille, les acteurs de ce trafic de stupéfiants, globalement, ont entre 14 et 21 ans, pas beaucoup plus, hein, si vous voulez. Et si on regarde les personnes qui ont été mises en cause par la justice au cours de l'année 2023, on s'aperçoit qu'effectivement, là, au moins la moitié des personnes mises en cause ont moins de 20 ans, et peut-être 1 sur 10 est encore plus jeune. Donc là, ce à quoi on insiste, moi, ça me fait penser vraiment à... C'est la cour de récréation. Sauf que dans les cours de récréation, on a des revolvers en plastique. Sauf que là, ils ont de véritables armes. Donc il y a un côté cours de récréation, il y a un côté loi du talion, c'est-à-dire en gros, celui qui est en prison et qui commandite ce meurtre, il a un de ses copains qui a été cramé, qui a été brûlé en place publique après avoir été tué. Donc il veut recruter quelqu'un pour faire la même chose. Le fait d'être en prison, ça n'arrête absolument pas. Ça dit beaucoup de choses, cette affaire, sur le côté génération perdue, le côté mise en scène de son propre crime, le côté on n'en a plus rien à faire, on est en prison, on va commanditer quelque chose et puis après on balance la personne qu'on a soi-même recrutée. C'est une espèce de... C'est à se demander comment ils arrivent à faire fonctionner des points de deal, parce que là ils sont dans une espèce de dérive mortelle, un peu avec cette idée que effectivement la violence est totalement débridée, mais qu'ils ne perçoivent absolument pas le sens des gestes qu'ils commettent et qu'ils impliquent et qu'ils commanditent. Justement, c'est peut-être lié à leur jeune âge, et vous évoquiez cette génération perdue, pour reprendre vos mots. Quels sont les profils que l'on pourrait attribuer à ces jeunes qui tombent dans l'errance aussitôt ? Moi, ça me rappelle un petit peu le terrorisme islamiste. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand la France a été la cible d'un certain nombre d'attentats, et au bout d'un moment, les terroristes, les penseurs, on va dire, essayaient de recruter des enfants, des terroristes de plus en plus jeunes, et c'était extrêmement simple, pour eux en tout cas, de leur retourner le cerveau. Là, c'est un peu la même chose. On recrute des gamins de 14-15 ans, dont on retourne le cerveau en quelques clics sur Instagram et qui sont prêts à tout. A priori pour un petit billet. Pour l'appât du gain, c'est quoi justement ? Ça représente combien pour tuer comme ça ? Il y a l'appât du gain, mais c'est pas grand-chose. Dans les affaires qui ont été décortiquées sur Marseille, on s'est rendu compte que c'était plus du tout les sommes qu'on imaginait et qu'on pouvait tuer pour finalement quelques petits billets. Mais ce que je veux dire, c'est que ces jeunes-là, je pense aussi qu'ils ils tuent probablement des gens régulièrement sur les jeux vidéo. Et pour eux, c'est exactement la même chose de franchir. Ils sortent de chez eux et ils vont faire a priori comme ils font dans les jeux vidéo, où on appuie sur une touche. Là, ils appuient sur un revolver. En plus, ils se trompent de cible. Dans un jeu vidéo, c'est pas grave, mais dans la vraie vie, là, il y a quand même une victime qui n'avait rien demandé. Et encore une victime, ça c'est aussi un des traits de cette affaire, encore une victime, disons, entre guillemets, collatérale, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait rien demandé et qui se retrouve pris dans de jeux mortels auxquels se livrent des très jeunes trafiquants de stupéfiants à Marseille. Et comment ça se passe sur la partie recrutement justement de ces très jeunes adolescents ? Comment est-ce que les têtes de ces gros réseaux arrivent comme ça à déceler peut-être des potentiels entre guillemets, ou en tout cas à identifier des personnes qu'ils pourraient facilement retourner, comme vous le disiez ?
Écoutez, les mafias, les mafias entre guillemets, les organisations mafieuses criminelles marseillaises communiquent énormément sur les réseaux sociaux en permanence. Ils exposent leurs faits et gestes, ils montrent les armes dont ils disposent, ils montrent leurs forces, on est vraiment dans un truc, dans quelque chose qui est pas la criminalité organisée classique où tout était clandestin et caché. Là, pour qui veut savoir, sur les réseaux sociaux, on sait tout. Donc il y a un certain nombre de jeunes qui se greffent là-dessus, qui se montrent. Il suffit de se montrer un peu admiratif vis-à-vis du savoir-faire de ces individus qui ont entre 20 et 22 ans et d'être un peu jeunes pour que derrière, il y ait quelqu'un qui sente que vous mordez à l'hameçon et qu'il vous recrute et qu'il vous aspire dans cette spirale. C'est ça, tout se passe dans disons sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Instagram. Je veux dire, n'importe qui peut y aller et ça commente les faits et gestes en permanence et on a l'impression que finalement, non seulement ils ont besoin de régler leur compte, mais ils ont vraiment besoin de montrer. C'est presque plus important d'être dans le paraître, dans le montrer, que dans la réalité elle-même. Merci beaucoup Frédéric Ploquin d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. L'actualité nous emmène aussi à nouveau au Liban ce samedi avec image en direct, regardez, Beyrouth, la capitale libanaise avec ces fumées au-dessus de Beyrouth où il y a des frappes notamment au sud de Beyrouth et également des frappes israéliennes qui se poursuivent au sud du Liban. Israël affirme que son armée de l'air y a frappé des terroristes du Hezbollah qui opéraient dans un centre de commandement situé à l'intérieur d'une mosquée adjacente à l'hôpital Salah Gandour et désormais le nord du Liban est aussi ciblé. C'était le cas ce matin à Tripoli. Nicolas Coadou, vous êtes notre envoyé spécial à Beyrouth, au Liban. Cette frappe s'ajoute à plusieurs autres qui continuent de viser le sud de la capitale, on le disait, et même des opérations terrestres. Oui, ça fait presque 15 jours qu'Israël bombarde sans discontinuer le Liban. Des frappes qui, vous l'avez dit, pour la plupart se concentrent pour l'instant sur la banlieue sud de Beyrouth, avec notamment le quartier de Darrieh, qui est l'un des fiefs principaux du Hezbollah. Pour vous dire à quoi ça ressemble, eh bien, c'est un quartier qui est désormais presque fantôme, avec presque plus d'électricité, pas grand monde dans les rues. Les combattants du Hezbollah se cachent, se terrent, étant donné qu'ils sont pour la plupart éliminés un par un par les frappes réalisées par l'armée israélienne. Il y a eu, rien que pour vous donner un chiffre, cette nuit, entre minuit et 8h30 du matin, 12 frappes uniquement sur ce quartier. On voit d'ailleurs la fumée de manière régulière qui s'échappe des ruines de ce quartier. Mais ces frappes ne sont pas uniquement concentrées ici parce que, vous l'avez dit, il y a eu cette frappe cette nuit qui a pour la première fois depuis le début des hostilités lancées par Israël touché Tripoli. C'est au nord de Beyrouth, à une centaine de kilomètres de Beyrouth. Une frappe qui aurait donc visé, selon Israël, un commandant, non pas du Hezbollah, mais du Hamas, qui était sur un camp de réfugiés palestiniens. Ce commandant dont la mort a été confirmée. Pour ce qui est des combats au sol, ils se déroulent toujours depuis plusieurs jours à la frontière entre Israël et le Liban, tout au sud du pays, avec évidemment peu d'informations qui filtrent, puisque d'un côté comme de l'autre, on est dans ce qu'on appelle un brouillard de guerre. C'est très difficile d'accès pour les journalistes. Le Hezbollah, de son côté, ce matin, a revendiqué avoir repoussé 2 attaques terrestres de l'État hébreu. Ils disent avoir tué et blessé une vingtaine de soldats d'élite. De son côté, Israël revendique toujours de frapper de très nombreuses positions tenues par le Hezbollah. Et dans ce conflit, Nicolas, de nombreux civils libanais fuient vers la Syrie voisine, pourtant en guerre elle aussi. Et l'armée israélienne a frappé un poste frontière sur ce passage. Avec quel objectif, Nicolas ? Eh bien, officiellement, selon l'armée israélienne, c'était pour empêcher des entrées d'armes. Comprenez, selon l'État hébreu, le Hezbollah, qui est majoritaire dans ce quartier, cette région, qu'on appelle la Beka, à l'est du pays, fait passer des armes. Or, le gouvernement libanais, qui tient officiellement ce poste frontière, nie cela. C'est pour cela qu'Israël a frappé cette frappe il y a 2 jours et ça a énormément fait parler, puisque lorsque nous y sommes rendus avec Théo Touché avant-hier, ce qu'on a vu principalement, ce sont des civils, des familles, des enfants, certains Syriens qui avaient fui la guerre il y a 10 ans et qui désormais choisissent de revenir dans la Syrie, qui pourtant est toujours en guerre, qui pourtant subit toujours une crise humanitaire extrêmement importante, puisqu'ils considèrent que c'est moins dangereux désormais que le Liban. Également, beaucoup de Libanais qui fuient leur village du sud de Beyrouth, du sud du pays, village bombardé, pour tenter de trouver un refuge en Syrie. Malheureusement, là-bas, comme je vous le disais, la situation humanitaire est déjà extrêmement complexe et cet afflux massif de réfugiés ne devrait rien arranger.
Nicolas Coadou en direct de Beyrouth avec Théo Touché pour BFM TV. Jérôme Pellistrandi est avec nous, consultant défense de BFM TV. Il y a aussi cette autre question de certaines cibles particulièrement visées par Israël, qui seraient des sites pétroliers en Iran. Avec ce contexte, hier, Joe Biden a déconseillé fortement à Benjamin Netanyahou de ne pas le faire, alors que Donald Trump, lui, a suggéré de frapper carrément les installations nucléaires du pays. En gros, qu'est-ce qu'il faut craindre sur ces installations pétrolières, tout d'abord? Alors, il faut bien comprendre que les frappes iraniennes de la semaine dernière ont été puissantes. Certes, la plupart des missiles ont pu être interceptés. Néanmoins, certains missiles ont touché des cibles sans faire beaucoup de victimes, malheureusement, un Palestinien en Cisjordanie. Donc, en fait, on attend la réplique israélienne. Donc, qui dit réplique dit quelle cible potentielle sur le territoire iranien. Alors, vous l'avez dit à l'instant, Donald Trump dit qu'il faut carrément détruire les installations nucléaires militaires. D'abord, elles sont très profondément enterrées. On rentre dans une autre échelle. Par contre, il peut y avoir des cibles à haute valeur ajoutée pour lesquelles, ça peut être utile, avec bien sûr à la fois un aspect spectaculaire, un aspect de sanction à l'égard de l'Iran, avec un objectif, une contrainte majeure pour Israël. Il ne faut pas qu'il y ait de pertes civiles collatérales. Donc il faut trouver des installations, en quelque sorte, que l'on puisse cibler. Par exemple, il peut y avoir des pistes de bases aériennes militaires, des installations pétrolières, parce que Téhéran, malgré les sanctions, c'est 13% de la production pétrolière de l'OPEP et exporte ce pétrole vers notamment la Chine. Et ça lui permet de ramener des devises. Ça peut être aussi, par exemple, là où il reste quelques navires de combat de la marine iranienne. Donc, toute la difficulté, ou en tout cas, il y a des choix à faire, c'est ce que l'état-major israélien travaille avec, bien sûr, les Américains. Quel type de cible? Mais surtout, la question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que la frappe va-t-elle avoir lieu? Parce qu'elle aura lieu, forcément. Oui, et sachant qu'il y a une date symbolique majeure, c'est le 7 octobre. Bien sûr. Lundi, il y a un défi qui a été lancé à Israël hier par le guide suprême Ali Khamenei, qui a promis qu'Israël n'en avait plus pour longtemps. Oui, et alors les déclarations de Ali Khamenei sont quand même très inquiétantes parce que d'abord il s'exprime rarement. Ouais. La dernière fois qu'il s'était exprimé lors du prêche du vendredi, c'était en 2020. Et donc avec des propos en disant Israël n'en a plus pour longtemps. Avec les armes à la main. Hein, oui, et ça veut dire en fait que Téhéran reste sur sa position de destruction de l'État israélien. Donc, en termes d'ouverture, c'est pas très optimum. D'où le fait qu'on peut raisonnablement envisager que la réplique d'Israël va être extrêmement sévère. Pour revenir à ces sites à haute valeur ajoutée, comme ces sites pétroliers, quelles conséquences ça pourrait avoir? Les Français se le demandent, à la pompe, par exemple. Alors, depuis un ou deux jours, le baril est un petit peu monté. Il était, je crois, à 71 ou 72 $. Bon, mais il faut bien prendre. Alors, il pourrait y avoir bien sûr un petit pic s'il y a une frappe, hein, mais il faut savoir que la production pétrolière est suffisamment abondante aujourd'hui. Il n'y a pas de risque, par exemple, que d'un seul coup, le baril passe de 72 $ à 90 $. Ce qui serait, par contre, là où il pourrait y avoir, où ça deviendrait dramatique, c'est si l'Iran bloquait le détroit d'Ormuz, par où passe le trafic pétrolier. Mais en l'état actuel, le risque d'une hausse importante du litre qu'on paye chacun à la pompe à essence reste relativement limité. Merci beaucoup, Général Pellistrandi. De l'autre côté de la frontière en Israël, le Hezbollah annonce avoir tiré les roquettes sur une base aérienne située à Ramat David, près de la ville de Haïfa et à environ 45 km de la frontière avec le Liban. Les attaques qui s'intensifient à 2 jours des commémorations de l'assaut du 7 octobre par le Hamas sur Israël. Clémence Dibou, vous êtes notre envoyé spécial en Israël. Clémence, vous vous trouvez à Reim. C'est là que l'an dernier, l'organisation terroriste avait attaqué les participants au Festival Nova.
Oui, et rien que sur ce site du festival Nova que vous voyez sur les images de Baptiste Keïta, eh bien c'est un quart des 1200 morts du 7 octobre qui sont tombés ici. Des images de jeunes gens qui venaient faire la fête dans un festival qui sont morts. Et aujourd'hui, vous le voyez, ce sont des mausolées un peu partout. Les commémorations pour les 1 an de ce 7 octobre, elles vont commencer ici à 6h du matin, l'heure du début de l'attaque du 7 octobre. Et ensuite, eh bien, elles se dérouleront toute la journée. Il y aura des commémorations plutôt privées, plutôt intimistes dans les kibbutz touchés. Il y aura aussi une grande commémoration avec des concerts d'artistes qui commenceront par 1 minute de silence à Tel Aviv, dans un grand parc du nord de la ville, le 7 octobre. À la base, le comité des familles d'otages ne voulait pas de commémoration parce qu'il n'y avait rien à commémorer selon eux, parce qu'il y a encore des otages dans la bande de Gaza. Sauf que, eh bien, il y a eu une commémoration officielle qui a été décidée par le gouvernement, boudée par la plupart des artistes. Elle sera à minima enregistrée, diffusée sans public. Et pour répondre à cet hommage officiel, eh bien, c'est pour cela qu'il y a plusieurs hommages un peu partout dans la ville, des hommages, on pourrait dire, officieux, avec le comité des familles d'otages. Ça montre aussi à quel point la société est divisée sur ce sujet. Clémence, dans le cadre de votre mission sur place avec Baptiste Keïta, hier vous étiez à la frontière avec le Liban, au cœur d'un hôpital un peu particulier, en sous-sol. Dites-nous en plus. Oui, parce que là, ici, on est tout près de la bande de Gaza, mais vous l'avez bien suivi sur BFM TV, un nouveau front s'est ouvert au Liban avec cette incursion terrestre qui a commencé il y a plusieurs jours. Et donc, c'est tout le nord d'Israël qui se met en état d'urgence. On a pu filmer dans l'un des hôtels juste après le front israélien qui se met effectivement dans une situation d'état d'urgence pour recevoir le plus possible de patients blessés, si c'était à venir ce cas. Regardez comment cet hôpital se prépare. C'est un reportage avec Yael Krief et Baptiste Keïta. Ces soldats sont les premiers blessés du front nord, accueillis dans l'hôpital tout proche de la frontière libanaise, à Safed, en Haute-Galilée. Elias, chef infirmier des urgences, doit faire passer son établissement en stade d'urgence. Est-ce qu'il y a des patients à évacuer? Une patiente qui doit être transférée à Tel Aviv. Il faut donc faire de la place pour de possibles blessés de guerre. Alors, c'est Sephora qui devra continuer son traitement contre le cancer à Tel Aviv. Est-ce que j'ai le choix? Si je veux guérir, je n'ai pas le choix. Vous savez, on est sur le front et on n'hospitalise plus que les urgences vitales. C'est pour ça qu'on évacue. Échange interrompu par une alarme missile. Finalement, la ville d'à côté. C'est à Naria, c'est bon, ce n'est pas ici. Si l'alarme sonne, ici aux urgences, on a 30 secondes pour rapatrier tout l'hôpital aux urgences en sous-sol. Le personnel médical a été renforcé, des stocks de médicaments constitués et des salles bunkerisées en sous-sol aménagées. Et à l'extérieur de l'hôpital, pour protéger les immenses vitres, il y a ces imposants blocs de béton. Ils ont été installés il y a 1 an, le 7 octobre, et ils entourent tout l'établissement. Le directeur de l'hôpital le sait, avec les combats qui s'intensifient, il se prépare à un possible afflux massif de blessés. Si on a des dizaines de blessés qui arrivent en même temps, il faudra organiser un triage pour décider rapidement qui on soigne ici en priorité. Il y a 1 mois tout juste, l'hôpital a été visé par un missile anti-char tiré du Liban, faisant 3 blessés. Voilà pour le Déj Info Week-end. Dans un instant, restez sur BFM TV, c'est Affaires suivantes présentées par Philippe Godin et Dominique Rizet. Mais avant cela, la météo.